Bienvenue dans le deuxième épisode de Super Coaching Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Gibaud, qui est coach de son état et qui va donc nous expliquer ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait et avec qui il le fait, bien sûr. Donc, bonjour Thomas, sois le bienvenu. Bienvenue, merci beaucoup de m'accueillir. Pour commencer, explique-nous un peu qui tu es. Vaste question pour démarrer. Écoute, qu'est-ce que je pourrais te partager? Je suis l'heureux papa de deux petites filles qui s'appellent May et Nora. Je suis une place centrale dans ma vie. J'ai la chance de vivre avec leur maman dans un endroit qui nous plaît beaucoup. Donc je m'estime être un homme très chanceux. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient et qui me nourrit beaucoup, et j'ai la chance d'œuvrer à un job qui lui aussi me nourrit et me comble pleinement. Donc ouais, si je devais me présenter, je me dirais comme un homme chanceux et épanoui. J'ai une double activité. Historiquement, en fait, mon job, ça a été d'être coach organisationnel. J'accompagne beaucoup les entreprises dans des processus de transformation. Et puis ma teinte, ma couleur, ma spécialité, c'est l'agilité pour accompagner ces transformations d'entreprise. Au début, ça occupait 100% de mon temps. Et puis, avec mes collègues, on s'est rendu compte que ce qui était compliqué et passionnant dans les processus de transformation d'organisation, ce n'était certainement pas les cadres, les méthodes, mais c'était beaucoup plus les humains qui vont devoir vivre ces transformations. Et puis, cette réflexion-là, petit à petit, m'a amené à m'intéresser au coaching et à l'accompagnement des individus. Et puis, ce qui, au début, devait être uniquement une pratique qui devenait enrichir mon coaching organisationnel. De fil en aiguille, c'est quelque chose qui a été amené à prendre beaucoup plus de place. Et donc, aujourd'hui, je fais la moitié de mon temps en coaching organisationnel et puis l'autre moitié dans le coaching d'individus. Que ce soit des entrepreneurs, des dirigeants, des managers ou des gens sur des thématiques vraiment personnelles. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 50% de mon temps pour chacune de ces activités. Voilà, en quelques mots, ce que je pourrais te partager. D'accord. Donc, tu es coach et quand tu dis tu es coach organisationnel, ça veut dire que dans ton coaching, il y a l'idée de s'organiser ou c'est un terme particulier au coaching? La définition que moi j'y donne, c'est que j'accompagne des entreprises qui font face à un niveau de complexité pour laquelle l'organisation qu'ils ont actuellement en place ne leur permet pas de répondre. Et donc, moi, je les accompagne dans, ça ressemble à quoi une organisation dans laquelle la hiérarchie a moins de place, dans laquelle on fait beaucoup plus confiance aux individus qui réalisent les actions. Et donc, moi, je les accompagne dans cette transformation de donner beaucoup plus de pouvoir aux gens qui réalisent. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les équipes, pour les managers, pour un comité de direction, que d'évoluer vers ce type d'organisation-là? Parce que comme je te le disais tout à l'heure, la partie simple de ce travail, c'est mettre en place des nouvelles méthodes d'organisation. Et la partie complexe, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour un manager ou un dirigeant que d'accepter confier une partie de son pouvoir à des équipes? Qu'est-ce que ça veut dire individuellement? Qu'est-ce que ça veut dire collectivement que d'aller vers ce type d'organisation-là? Donc, c'est tout ça que j'inclus dans une transformation organisationnelle pour moi. D'accord. Est-ce que c'est dans la même philosophie que ce qu'on commence à entendre, qui est le terme d'entreprise libérée? Est-ce que ouais, c'est ça? C'est dans cette philosophie-là? C'est un des aspects pour moi d'une entreprise libérée, à quel point notre organisation, elle est le reflet de ce qui est important pour nous et des valeurs qu'on a envie de voir rayonner et du fonctionnement qu'on a envie de promouvoir. À titre personnel, moi, je bosse dans une société qui s'appelle Pixis, qui, depuis 10 ans, on pousse très loin les concepts d'organisation libérée et apprenante. Donc, oui, c'est clair que ce sont des thématiques qui sont très chères pour moi et qui résonnent très fort. Et puis, ce qu'on a voulu avec Pixis, c'est à quel point ce qu'on essaie de mettre en place chez des clients, c'est d'abord quelque chose qu'on s'applique à nous-mêmes et que l'on a expérimenté. Donc, il y a une forme de, un besoin de légitimité pour moi quand je vais voir des clients et que je leur amène ces concepts-là, de pouvoir leur dire, ça fait 10 ans, moi, que je me confronte à ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire que d'évoluer avec une organisation plate, etc.
Donc, ouais, absolument. Ce sont des concepts qui résonnent très fort pour moi. D'accord. Et du coup, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des entreprises où chacun a une part active, c'est-à-dire que on n'est plus justement dans le rapport salarié employeur, on n'est plus dans le rapport manager et salarié toujours. Il y a plus ce rapport-là a priori. Et du coup, comment ça se traduit dans le quotidien? Tu parles pour le concept d'organisation libérée tout à fait. Ouais. Comment vous arrivez dans une entreprise où elle existe depuis plusieurs années, elle a ses habitudes, comment vous amenez ça et puis comment vous arrivez du coup à transformer ça? Ouais, c'est une super belle question. Écoute, nous, on est une entreprise, ça fait depuis 10 ans qu'on existe, Pixis, et aujourd'hui, on a la chance de fonctionner et d'avoir suffisamment travaillé pour amener à n'avoir quasiment aucune règle dans notre fonctionnement. Donc aujourd'hui, quand on rentre chez Pixis, il y a absolument rien d'obligatoire ou d'interdit. On a mis beaucoup d'énergie, par contre, pour clarifier qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir ensemble. Mmh. Et donc, une fois qu'on a mis sur le papier ce qui était vraiment fondamental pour nous d'accomplir. Ensuite, ce qu'on veut, c'est permettre à chacun et à chacune d'avoir énormément de place, d'autonomie, de liberté pour déterminer comment individuellement je souhaite contribuer à cette mission-là. La croyance qui est derrière, c'est que c'est dans ce contexte-là qu'il y a le plus de créativité, le plus d'engagement, le plus de passion, etc. Et donc, notre raison d'être, elle est suffisamment large pour que chacun des membres de Pixis puisse identifier comment, avec ses talents, ses envies, ses besoins, il souhaite y contribuer. Et donc, la seule gouvernance que l'on a, nous, c'est la communication non violente. On n'a aucune règle. La seule exigence que l'on a, c'est on passe tous nos jeudis après-midi pendant 4 heures à dédier un espace où chacun peut mettre sur la table ses tensions, ses besoins, ses plaintes, et on a ces conversations-là. Donc, on préfère bien plus fonctionner en lien avec des tensions, des besoins qui émergent au fur et à mesure que la société évolue, plutôt que d'avoir des règles strictes qui nous paraissent limitantes. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, le postulat pour que cela fonctionne, c'est que on met énormément d'attention à clarifier les compétences dont on a besoin lorsque l'on recrute quelqu'un pour évoluer dans ce type d'organisation. Et c'est pour ça que chez nous, chacun des membres de Pixis est formé et certifié au coaching, parce que on attend des membres de Pixis qu'ils aient la capacité d'évoluer dans un contexte où il y a énormément de liberté, et qu'ils soient aussi capables de pouvoir formuler, retranscrire de manière à la fois authentique et constructive des besoins, des plaintes, des tensions, des envies, et d'être capable d'avoir une forme d'aisance, de capacité à naviguer dans ces conversations parfois complexes. En quelques mots, voilà ce que j'aurais envie de te dire sur notre vision de ce qu'est une entreprise libre. D'accord. Et du coup, dans ce que j'entends, il y a 3 mots qui m'interpellent. Ça va être liberté. Tu parles de liberté, tu parles de création, de créativité. Tu parles aussi de clarification, de transparence, on va dire. Donc, à ton avis, c'est vraiment les 3 piliers finalement qu'il faut dans une entreprise aujourd'hui pour s'épanouir personnellement et professionnellement? Je serais curieux d'avoir ton regard, mais en tout cas, moi, c'est sûr que ce sont des valeurs que je vais absolument rechercher. Si aujourd'hui, par malchance, je devais quitter Pixis, c'est clair que je serais très au clair sur le fait que ces besoins-là, je vais devoir les retrouver et les combler dans une autre organisation. Et ma conviction, moi, c'est que si j'élargis à d'autres entreprises que la nôtre, le constat que je pose depuis une dizaine d'années à les accompagner, c'est que les enjeux, notamment humains, sont trop complexes pour être adressés sans qu'il y ait les 3 valeurs que tu viens de nommer. En fait. Être capable d'adresser l'épanouissement et l'engagement des individus sans leur confier une forme de liberté, pour moi, c'est quasi impossible. C'est un vœu pieux. Être capable d'innover, d'adresser la complexité du monde dans lequel on évolue sans se baser sur la créativité que chacun de nous peut amener à ce processus-là, pareil, ça me semble être un joli vœu pieux. Donc, oui, pour moi, j'avoue, il y a une forme d'évidence dans le fait de
cultiver et mettre de l'énergie au fait que ces valeurs-là, elles rayonnent et elles se constatent et qu'elles ne soient pas juste des valeurs qui sont affichées, tu sais, sur les murs avec un autocollant en mettant liberté, créativité, etc. Je crois beaucoup plus au fait que les valeurs, elles se constatent, beaucoup plus qu'au fait qu'elles se décrivent ou qu'elles se dictent. Donc ouais, pour moi, elles sont cardinales, absolument. Et j'allais rebondir là-dessus, c'est que j'entends effectivement plus que c'est des valeurs qui te tiennent à cœur avant tout, au-delà même de ta profession, et que c'est ce que tu souhaites défendre, que tu fasses ça finalement, ou autre chose, comme tu disais, si jamais un jour tu quittes cette boîte, et ben du coup tu as envie de retrouver de toute façon ces valeurs-là. Donc j'imagine que c'est ce que tu défends en tant que coach aussi quand tu accompagnes des personnes. Comment tu fais pour amener ça chez eux? Est-ce que déjà quand tu rencontres les personnes que tu accompagnes, elles ont ça chez elles, ou est-ce que c'est ce qu'elles viennent chercher aussi quand elles te demandent tes services? Ouais, merci, je la trouve vraiment incroyable cette question. Je serais curieux d'avoir ton regard de coach là-dessus, mais moi, je pose vraiment le constat que si on devait me demander en termes de développement personnel, quelle est la chose sur laquelle chaque individu sur cette planète devrait travailler, pour moi, ça serait loin devant avoir de la clarté sur ce que sont nos besoins fondamentaux. Pour moi, la mission d'un coach, c'est en grande partie aider un individu à faire que sa vie, elle soit le reflet de ce qui est important pour lui, de ce qui l'inspire, etc. Et pour moi, la pierre angulaire pour pouvoir amener un individu à ce résultat-là, c'est avant tout qu'il ait de la clarté sur qu'est-ce que j'ai besoin de vivre dans cette vie-là. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait joie, qu'est-ce qui me fait rayonner. Et moi, je suis vraiment surpris, voire attristé du fait que peu d'entre nous avons fait l'exercice de clarifier ce que sont nos véritables besoins. Et donc, ouais, c'est sûr que pour moi, ça va souvent être le point de départ de mon travail avec les personnes avec lesquelles je suis en relation, parce que malheureusement, peu de gens arrivent avec cette clarté-là. Tout à fait. Tout à fait. Le cycle de leur vie. Je suis curieux est-ce que toi tu observes ça aussi? Ah ben complètement. Et moi, systématiquement, quand j'accompagne un entrepreneur ou un dirigeant, la première séance, la première rencontre, même avant même d'envisager même un coaching, je fais un exercice qui s'appelle la roue de vie. Je sais pas si tu connais ça. Et c'est spectaculaire parce que je le fais non seulement pour la personne, mais aussi pour moi en tant que coach, parce que déjà rien qu'avec ce paysage, parce que moi à chaque fois après je fais une infographie avec, déjà toi en tant que coach, ça te permet de voir à peu près la personne où elle en est. Et pour la personne, ça amène justement cette clarté dont tu parles, sans forcément identifier tout de suite les besoins, mais en tout cas le fait que déjà avec cette roue de vie, on puisse voir où on en est dans sa vie. Pour moi, c'est vraiment le point de départ quand j'accompagne quelqu'un, quoi. Et après, alors après, ça dépend combien de temps je l'accompagne. Mais si je l'accompagne, par exemple, sur une période de 3 mois, à la dernière séance, on refait la roue de vie. Et à chaque fois, mais j'ai des résultats, mais hallucinant. C'est ça qui me fait dire, mais ouais, prendre un coach aujourd'hui, ça fait sens et ça devient important. Ces façons de faire. Moi, par exemple, je fais toujours une recherche sur l'origine du nom de la personne. Est-ce que toi, par exemple, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Thomas? Non, aucune idée. Eh ben, ça ne veut pas dire tomate, déjà. Non, ça veut dire jumeau. Ok. J'ignorais absolument. Eh ben, ça veut dire jumeau, en fait, Thomas. Donc voilà, du coup, t'as ça dans ton prénom, t'as cette chose-là. Donc c'est intéressant. Par exemple, toi, t'es coach, le fait que ton nom signifie ça, ça peut t'aider. Après, ça peut t'inspirer aussi par rapport à ça. Moi, ce que je fais aussi beaucoup, c'est les animaux totems. Ça, j'aime bien aussi. Je te proposerai, si tu veux, pour que nos auditeurs aussi, s'ils ont envie de découvrir leur animaux totem, je te proposerai un petit questionnaire rapide, si tu veux, pour connaître le tien. Et du coup, quand tu travailles avec les entreprises, du coup, tu travailles avec des groupes plus qu'avec des individus. Alors, et quelle différence tu ferais par rapport au coaching en général sur ces deux approches? Qu'est-ce que ça apporte et quels sont les inconvénients aussi, et qu'est-ce que tu préfères du coup?
Je pense que moi je serais pas capable de faire que de l'individuel. Et aujourd'hui, je serais plus capable que de faire que de l'entreprise et donc que du coaching d'équipe. Les deux se complètent à merveille pour moi parce qu'elles font appel à d'autres compétences. Puis c'est très rafraîchissant pour moi de naviguer de l'un à l'autre. Pour moi, la grosse différence, c'est que en individuel, par définition, on va mettre énormément d'énergie à faire bouger quelqu'un, alors que pour moi, en coaching d'équipe, la plus grosse valeur que l'on peut amener, c'est aider le groupe à identifier ce qui est en train de se jouer dans le fait qu'ils vivent une difficulté, un enjeu, etc. Et donc, pour moi, c'est mon regard de coach, ça m'aide à être capable très rapidement de mettre des mots, de rendre explicite ce qui pour des individus qui sont pris dans la situation est assez difficile de s'extraire et de capable de nommer. Donc pour moi, un coach face à une équipe, il a énormément de valeur s'il a la capacité de la manière la plus juste possible, nommer ce qui est en train de se passer et qui fait que l'équipe boucle est en difficulté, n'arrive pas au résultat qu'elle escompte, etc. Et pour moi, dans ces cas-là, le talent de coach, c'est d'être capable d'avoir la posture qui est pertinente, selon lui, en lien avec ce que l'équipe vit. D'être capable de naviguer entre beaucoup de soutien, si c'est quelque chose de complexe, difficile ou de chargé émotionnellement, ou d'être très challengeant si on a l'impression que l'équipe se laisse un peu vivre, n'ose pas prendre ses responsabilités, etc. Donc pour moi, je dirais que c'est ça les deux principales compétences. Il y a un peu de rendre explicite et être capable de le faire de la manière la plus juste et au service de l'équipe en naviguant dans plusieurs postures. C'est ça que je trouve trop cool dans le coaching d'équipe. Et du coup, tu t'occupes plutôt de grosses organisations ou plutôt des petites, des TPE, des PME? Comment ça se passe de ce côté-là? Écoute, aujourd'hui, on a la chance d'être appelé aussi bien par des multinationales, des très grosses boîtes, pour des problématiques vraiment de transformation à l'échelle. Et il y a une partie de moi aussi qui adore bosser en start-up. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple, mais c'est juste qu'il y a la plus grosse variable pour moi, c'est le rapport au temps. Dans des grosses organisations, effectivement, qu'on est beaucoup plus sur des horizons long terme, où la moindre décision va prendre plus de temps et où l'impact de nos actions va s'inscrire dans un horizon beaucoup moyen ou long terme. Là où la start-up n'a pas ce luxe. Pour eux, le temps, c'est de loin leur variable la plus importante. Et donc, moi, j'aime cette forme d'immédiateté dans la start-up là, qui est on tente très vite des choses, on est capable de très vite observer si ça a un impact positif ou pas, on est capable de pivoter très rapidement, etc. Donc les deux sont hyper exaltants parce que aussi dans la dynamique pour les grosses boîtes, il y a une dynamique très culturelle que moi je trouve vraiment passionnante aussi à adresser et à embarquer. Bref, ce sont des problématiques vraiment très différentes et moi j'adore, c'est un kiff absolu de naviguer dans ces deux environnements-là. Et comment tu es arrivé au coaching, dis-nous? Écoute, comme je te le disais, à la base pour moi je faisais du coaching orga, et puis le coaching en développement personnel est à la base arrivé comme un moyen de venir alimenter ou de faire grandir ma pratique de coach organisationnel. Donc à la base il est arrivé comme ça, et puis moi j'ai eu la chance surtout en arrivant dans ma boîte dans Pixis où chacun des membres est formé au coaching. Donc moi très vite j'ai baigné dans ce monde-là, et en arrivant il y a un peu plus de dizaine d'années dans ce contexte-là, j'ai eu la chance d'être coaché très vite. Et pour moi, ça a été genre, la révélation absolue. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Et puis, du fait d'avoir été entouré par des coachs que je juge comme des coachs absolument incroyables, en plus, j'étais vraiment à très bonne école. Donc, j'ai vu l'impact que ça avait sur moi. Je me suis dit, c'est ça que je veux amener dans le monde, en fait. Donc, c'est parti de là. D'accord. Et avant ça, c'est-à-dire, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu voulais être coach? Est-ce que c'était ton rêve quand tu étais enfant? Ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu es tombé comme Obélix et du coup, c'est devenu, comme tu dis, une révélation et depuis, ça te suit dans ta vie professionnelle? Clairement, la deuxième option. Ma femme me dit souvent, à la vache, au moment où on s'est rencontrés quand on avait 18 ans. Elle me dit, c'est clair qu'au moment où on s'est rencontrés, je n'aurais pas mis un centime sur le fait que ta carrière ressemble à ça aujourd'hui. Donc non, moi j'ai un parcours vraiment très généraliste. J'ai fait une prépa à une école de commerce. J'ai commencé dans un cabinet de conseil. Et je dois dire que, en fait, moi, c'est le fait de rencontrer Pixis qui a complètement changé ma vie. Et donc, moi, c'est ça aussi que, on parlait tout à l'heure d'entreprise libérée. Puis nous, on veut y amener une dimension d'apprenante. Pour moi,
le fait d'être dans cette entreprise a significativement changé ma vie. Et donc, j'ai la conviction absolue que les entreprises peuvent être des espaces qui permettent à chacun de cultiver ce qui est vraiment précieux, de se rapprocher de c'est quoi mon talent, c'est quoi ma singularité, etc. En tout cas, Pixis, moi, a façonné ça chez moi. Et ouais, j'ai à cœur d'amener plus de cette dynamique-là dans les organisations aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que justement tu parles de talent, et c'est vrai qu'en tant que coach, il y a le talent d'écouter, il y a le talent de booster l'autre, d'encourager, de soutenir les autres. Est-ce que dans ta vie d'enfant, est-ce que dans ta vie d'adolescent, est-ce que tu avais déjà ce côté-là envers tes amis, tes proches? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un vers qui on vient demander conseil ou pas forcément non plus? Comment ça se passait pour toi? Non, pas forcément. Si je suis hyper honnête, j'étais peu ouvert à tout cela. J'étais peu ouvert à la confiance de soi. J'étais peu ouvert à l'introspection, à la curiosité et au questionnement introspectif. Je dirais que peut-être par contre la compétence que j'ai toujours eue, c'est, je pense avoir eu une capacité, une forme de vivacité à comprendre très rapidement ce qui était en train de se jouer. Et je trouve aujourd'hui que ça teinte beaucoup ma couleur de coach, qui est, je pense que l'un de mes talents, moi, c'est d'être capable très rapidement d'amener une personne à se questionner sur vraiment le sujet sur lequel... moi, j'aime beaucoup cette image du domino, là. Je pense être très bon à identifier le premier domino qui, si on le fait bouger, amène des changements significatifs dans la vie d'une personne. Donc, c'était plutôt ça, mes talents. Beaucoup plus que... je suis hyper honnête, ça me rend pas très fier, mais beaucoup plus que la capacité à écouter, à développer une forme d'empathie... non, j'étais plutôt un jeune très prétentieux. En même temps, c'est bien de le reconnaître, ça veut dire que t'as déjà un recul sur toi et un regard sur toi où voilà, tu peux aussi savoir quelles sont tes forces, quelles sont aussi tes fragilités. Alors justement par rapport à ça, j'ai quelques petites questions rigolotes que j'appelle les questions qui piquent. Pour un peu savoir et que nos auditeurs ils te connaissent un petit peu plus personnellement du coup parmi ces questions justement moi je demande toujours est-ce que t'as tendance à célébrer les petites victoires ou est-ce que t'as plutôt tendance à attendre la grande réussite pour te réjouir? Moi je place la gratitude et la reconnaissance très haut aussi dans mes besoins. Et donc, c'est quelque chose qui se retrouve à beaucoup de niveaux dans ma vie, dans mon couple, dans mon rôle de papa, avec mes filles, avec des amis. Je suis quelqu'un qui envoie très souvent plein de petits messages sur des choses qui m'ont touché ou que je trouve incroyables chez les gens qui m'entourent. Donc ouais, pour moi, c'est trop précieux ça. Je trouve le ratio... temps que ça demande, énergie que ça demande et impact que ça a sur la relation tellement précieux que ouais non moi je suis clairement dans la team toutes les petites victoires là sont bonnes à célébrer. Et on est justement dans une société qui a du mal à faire ça. Comment est-ce que tu amènes ça justement sur les personnes que tu coaches? Est-ce que tu les encourages justement à fêter toutes les petites victoires justement dans le cadre du coaching organisationnel ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu laisses venir Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que pour moi, la reconnaissance, c'est un des besoins fondamentaux d'un être humain, qu'on le veuille ou non. Le seul problème, c'est que nos sociétés sont venues calquer, de ma perspective, une histoire moyennement noble sur le fait d'avoir besoin de reconnaissance. Comme si c'était pas juste, c'était pas bien, on devrait se suffire à soi-même, on devrait être notre propre source de reconnaissance. Ouais, dans les livres, c'est top. Et le fait est que pour moi, c'est presque contre nature que d'avancer dans le monde sans avoir des marques de reconnaissance. En tant qu'être humain, on a besoin de ça. Donc moi, je pose plutôt la question plutôt que de mettre énormément d'énergie à contrer ce besoin de reconnaissance, qu'est-ce que ça ouvrirait dans nos vies si on mettait cette énergie à permettre à l'autre ou aux autres de comprendre comment il peut combler ce besoin de reconnaissance chez nous. Et donc, moi, c'est ce switch-là auquel j'invite les personnes avec lesquelles je travaille. Accepter pleinement que c'est OK d'avoir besoin et envie de reconnaissance. Et par contre, de se responsabiliser, nous, sur comment je permets aux autres de comprendre comment ils peuvent combler ce besoin si important chez moi. Ouais. Et est-ce que justement dans vos interventions, vous essayez d'amener
ce côté reconnaissance, ce côté gratitude aussi par rapport à l'engagement que les salariés ont, mais que la direction ont. Tu vois, comme tu parlais de différentes strates, il y a souvent ce problème de reconnaissance, mais dans un sens, mais aussi dans l'autre, quoi. Et comment vous arrivez à transformer ça finalement, puisque c'est quand même une transformation quand on y arrive, quoi. Ouais, c'est très juste. Merci pour cette question. Écoute, c'est marrant parce que là, je peux les nommer parce que ce qu'on fait ensemble est connu. Enfin, on est OK pour en parler. Moi, je travaille depuis plusieurs années avec l'Occitane en Provence, la marque de cosmétiques, avec lequel on a fait des avancées significatives. Et justement, il y a pas longtemps, on s'est confronté à cet enjeu-là. Et en fait, pour nous, ce qui a été évident, c'est que le principal frein au fait d'avancer sur ce sujet-là, ça a été le fait que peu de gens dans l'organisation, et notamment dans les couches managériales, avaient la capacité de s'engager dans ces conversations que l'on pourrait nommer comme difficiles, avec de l'aisance, de la capacité et une forme de discernement de ce qui se jouait. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est développer chez les managers particulièrement la capacité, avec des outils comme la communication non violente, avec une posture de coach, avec du travail sur le juge intérieur, etc. Comment on élargit la capacité des managers à plonger dans ces conversations-là pour qu'elles soient beaucoup plus riches que juste reconnaissance égale rémunération. Est-ce qu'on est capable de voir que derrière un besoin de reconnaissance, il y a plein d'autres stratégies qui permettraient de le combler, et comment, en tant que manager, je suis capable d'ouvrir cette conversation-là avec mon collaborateur et de le responsabiliser lui aussi dans « Ok, j'entends qu'il y a un besoin de reconnaissance. Est-ce qu'on pourrait ensemble discuter des différentes stratégies qu'on pourrait trouver tous les deux qui nous permettraient d'aller dans le fait de plus combler ce besoin-là chez toi ?» Et pour moi, un manager qui est capable d'ouvrir cet espace de conversation-là, pour moi, ça commence à transformer des boîtes. Ouais. Ok. Alors, est-ce que toi, tu es plutôt audiobook ou tu es plutôt livre papier dans ta vie de tous les jours? Alors, je suis la troisième option. Moi, je suis clairement Kindle. Pour une raison, c'est que j'automatise ma prise de notes. Donc, moi, j'ai un logiciel qui me permet, dès que je surligne, ça m'emmène ça dans Notion, etc. Donc, je lis beaucoup. Et je lis quasi exclusivement sur Kindle. D'accord. Ah, t'es passé à la Kindle Team direct, quoi. Moi, je suis Kindle, mais j'ai encore besoin des livres papier quand même. Mais je suis Kindle aussi, donc enchanté. Parce que effectivement donc ça veut dire que t'es un féru de lecture si t'as Kindle. T'es un passionné par la lecture, c'est quelque chose par lequel tu passes. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est quelques fois par semaine? Est-ce que c'est dès que t'as un moment tu lis? Oui, il y a de la lecture quasiment tous les jours chez moi. Pour moi, c'est en fait, j'ai découvert ça il y a peut-être, je me suis remis à la lecture il y a peut-être 3-4 ans. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était un hack absolu de monter en compétence qui est trop peu répandu. Je me suis rendu compte le jour où j'ai sorti, il y a quelques mois, j'ai sorti un bouquin, et je me suis rendu compte à quel point peu de gens en fait lisaient. Tu vois, c'est pas qu'ils avaient pas envie de prendre le bouquin, c'est que en fait, moi je lis pas tout simplement. Et pour moi, plus ça va, là, plus je me rends compte à quel point, mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, lire un bouquin, ça me prend peut-être 3-4 heures, et c'est le résumé d'un mec ou d'une femme qui a passé 20 ans sur un sujet. Enfin, pour moi, c'est un tel levier de monter en compétence que c'est un game changer absolu pour moi, la lecture. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a pas tant de gens que ça qui lisent, et aussi des livres, parce que on va dire que dans le domaine du coaching, ça va plus être ça va pas être des romans, quoi. Donc c'est pour tout ce qui est livres spécialisés, c'est vrai que ça reste et c'est des trésors, hein. Je suis d'accord avec toi. Tu peux te former grâce à un livre, et justement moi c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le coaching, mais aussi dans d'autres formes. Tu parlais du fait qu'on est en train de rentrer aussi dans une société qui va être de plus en plus dans la formation continue. Les sociétés qu'on appelle apprenantes, et c'est vrai que toutes les sociétés sont en train de commencer à mettre en place ces modèles-là, notamment au niveau des grandes organisations, et l'idée que quand tu recrutes quelqu'un, tu participes aussi
à sa croissance, à sa montée en compétences, parce qu'on est aussi en train de rentrer dans un monde où il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Toi, par exemple, quel métier tu penses qu'il y aura plus dans les 10 prochaines années? Quel métier tu te dis? Alors, moi, par exemple, l'autre jour, je suis tombée sur les vieux métiers. Et par exemple, il y avait un métier avant qui existait, qui était, alors je ne sais plus le terme exact, mais c'était quelqu'un qui avait une grande, comment dire, je sais plus, une grande perche. Et il tapait au carreau des gens pour les réveiller le matin pour qu'ils aillent travailler, parce que le réveil n'existait pas. Et il y a plein de métiers comme ça qui ont complètement disparu aujourd'hui, qu'on n'imaginerait même plus. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, où il y a l'IA qui va prendre une place de plus en plus grande, toi, quel métier tu penses qui n'existera plus dans quelques années? Écoute, sans dire dans quelques années, en tout cas, moi ma femme réfléchit depuis plusieurs années maintenant à l'ouverture d'une école qui est basée sur les concepts qu'on souhaite amener en organisation, et le fait de l'avoir cheminé sur ce projet-là m'amène à penser que le métier d'enseignant ou d'instituteur ou d'institutrice tel qu'on l'envisage aujourd'hui, malgré le fait que l'éducation nationale est quelque chose de très lent à réformer, moi je pense qu'il n'a pas vocation à perdurer dans la forme qu'il est aujourd'hui. Évidemment, on aura toujours besoin d'adultes pour encadrer le développement de nos enfants. Pour autant, je pense que l'éducation telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, qui est une personne rentre dans une salle en étant le sachant et elle délivre un contenu que les enfants reçoivent assis sur une table assez passivement, moi j'y crois pas du tout, j'y crois plus du tout à ça. Et donc je crois beaucoup au fait que l'éducation va devenir beaucoup plus un mode où l'enjeu de l'adulte, ça va être comment je responsabilise et j'accompagne l'enfant dans sa capacité à apprendre, beaucoup plus qu'à ingurgiter du savoir, encore plus, avec, comme tu disais, l'avènement de l'IA. Donc on va dire, j'espère, plus que je crois, j'espère en tout cas que c'est un des domaines qui sera bousculé et révolutionné en ce sens. Ça fait beaucoup de sens pour moi. Et en même temps, c'est ce que tu dis, hein, c'est un mastodonte. Pour le bouger, celui-là, faut y aller, quoi. Hein. Donc ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va évoluer, mais je me demande comment ça va évoluer, parce que on est encore dans des schémas